Voilà, Jean-Christophe Lagarde, Emmanuel Macron reçoit aujourd'hui les représentants des cultes. Il doit prononcer un discours sur la laïcité en janvier. Qu'est-ce que vous attendez de lui? Doit-il clarifier sa vision de la laïcité? Vous connaissez bien le sujet. Je ne crois pas que le président de la République ait à avoir une vision de la laïcité. La laïcité, c'est la loi de la République, c'est un de ses principes de vie en commun, qui dit grosso modo, pour faire simple, que chacun a le droit de croire ou de ne pas croire, de croire ce qu'il veut ou de ne pas croire, de pratiquer son culte, d'être protégé pour le faire, et dans le même temps, puisque c'est la mode, de ne pas imposer cette croyance aux autres, de ne pas perturber l'ordre public, de ne pas... comment dirais-je, faire de prosélytisme. Voilà. Et c'est ce qui permet, depuis maintenant plus d'un siècle, à la France d'avoir une spécificité qui garantit la neutralité de l'espace public, de la fonction publique, et qui renvoie au domaine privé, de la vie privée, tout ce qui relève de la croyance intime. Ses prédécesseurs ont été dans ce sens-là, ses prédécesseurs? Je ne pense pas, non, pas toujours. Mais je ne pense pas que le président de la République ait à interpréter la loi. C'est la loi, c'est celle. Alors, est-ce qu'il faut qu'il la réaffirme? Est-ce qu'il faut que, alors qu'on connaît des difficultés face à la laïcité, lorsque, notamment chez les intégristes musulmans, il y a volonté de tester, voire de rompre avec la laïcité à la française, ou lorsque M. Wauquiez, M. Ménard, des élus de la République, rompent aussi avec la laïcité et cherchent, par des biais ou affirmés ou détournés, à poser des crèches de Noël, qui sont au demeurant fort sympathiques et dans la tradition de notre pays, mais qui n'ont rien à faire dans un bâtiment public, comme d'ailleurs l'a rappelé, je crois, le Conseil d'État, eh bien, pour dire les choses concrètement, elle est testée par les intégristes de notre pays. Certains sont des intégristes religieux, d'autres sont des intégristes politiques. Alors, le projet de loi immigration-asile, dont le gouvernement a dévoilé les grandes lignes, réduction des délais de traitement des demandes d'asile, allongement de la durée légale de rétention dans les centres, est-ce que pour vous, ces premières mesures vont dans le bon sens ? Écoutez, je vois une polémique naître dans la majorité et j'espère que cette majorité va savoir aborder ces sujets-là sans, comment dirais-je, sans doctrine excessive. Concrètement, ce que propose Gérard Collomb me paraît pour l'essentiel de bon sens, pour dire les choses, et je suis prêt à le soutenir. Pourquoi ? Il y a des dysfonctionnements. D'ailleurs, notre groupe UDI, Agir et Indépendants, a fait adopter à l'Assemblée nationale, dans sa niche parlementaire, une proposition de loi visant à améliorer la lecture du droit d'asile parce qu'il y a un trou juridique. Et moi, ce que je veux surtout, c'est qu'on ne confonde pas deux choses. Il y a des gens qui rencontrent des difficultés économiques, des difficultés sociales, des difficultés à vivre dans leur pays. Ces gens-là aspirent à vivre dans ce qu'ils perçoivent comme un Eldorado, l'Europe, la France notamment. Ces gens-là, nous ne pouvons pas les accueillir. Nous ne pouvons pas les accueillir parce que la situation économique et sociale de la France ne le permet pas. Et puis, il y a des gens qui vivent dans leur pays un danger grave, imminent, de par la guerre, de par la répression politique. Et ça, ce sont des demandeurs d'asile. Et ces demandeurs d'asile, notre devoir est de les accueillir. C'est notre tradition, mais c'est notre devoir de France. D'ailleurs, la France, quand elle est regardée dans le monde, elle est regardée comme le pays qui a porté le droit d'asile pour protéger les gens qui étaient opprimés ou en danger de mort. Et on ne peut pas tourner le dos à ces gens-là. Je l'ai déjà dit, je l'ai même écrit. Je veux simplement dire une chose, et c'est pour ça que je suis prêt à soutenir la logique de M. Collomb. C'est qu'on ne peut pas, du coup, traiter tous ceux qui arrivent comme des demandeurs d'asile. Parce qu'il y a les demandeurs d'asile, on doit les accueillir. Mais si vous accueillez tout le monde, vous tuez l'asile. Vous tuez le droit d'asile. Et moi, je défends le droit d'asile, ce qui veut dire qu'on a la possibilité de dire oui, et on a la possibilité de dire non. Et quand on dit non, il faut être sérieux, il faut raccompagner les gens chez eux. On va passer à l'actualité chargée concernant l'Union européenne. On va commencer par la Pologne. La Commission européenne a déclenché une procédure inédite contre Varsovie, accusée de violer l'état de droit avec sa réforme judiciaire. Cette procédure inédite peut entraîner de lourdes sanctions contre la Pologne. Est-ce que la Commission européenne a eu la bonne réaction selon vous ? Je pense que oui, soyons clairs. L'Union européenne, c'est évidemment un certain nombre d'accords économiques, mais c'est d'abord un ensemble de valeurs. On ne peut pas vivre ensemble dans un espace partagé si on ne partage pas les valeurs fondamentales. Parmi lesquelles, celles que la France a portées au sommet du monde, si j'ose dire, de liberté, d'égalité. Et il y a des règles dans l'Union européenne qui disent que, grosso modo, une dictature ou un État qui ne garantit pas l'état de droit ne peut pas être dans l'Union européenne. La Pologne subit une dérive inquiétante et vote des lois, notamment sur l'indépendance de la magistrature ou sur la dépendance de sa magistrature à l'égard du pouvoir, qui est inquiétante. Et donc, il est normal que l'Union européenne, c'est-à-dire, c'est pas Bruxelles, parce que ça, c'est le fantasme qu'on agite toujours, il est normal que les 27 autres pays disent « attention ».
là, vous êtes en train de sortir de ce que nous considérons la garantie des droits de l'homme dans votre pays. Et c'est important, il y a des Français qui vivent en Pologne, il y a des Allemands qui vivent en Pologne. Ils doivent avoir leurs droits garantis. Et si la justice polonaise, demain, n'est plus indépendante, ces gens-là, ce sont leurs droits fondamentaux qui seront atteints. Le président polonais fait la sourde oreille. Il a entamé sa réforme judiciaire. Il a promulgué hier 2 lois. Est-ce que c'est de la provocation et comment doit répondre Bruxelles ? Eh bien, je pense qu'il faut à la fois mettre la pression et maintenir le dialogue. Vous savez, la Pologne n'a pas grand intérêt à sortir de l'Union européenne. Elle se retrouverait en face à face avec la Russie. Je pense que c'est sa phobie. Mais vous savez aussi qu'il faut l'unanimité pour que les sanctions soient effectives. Et donc la Hongrie a déjà dit qu'elle soutiendrait la Pologne. Oui, mais ça n'empêche pas d'augmenter la pression. Et vous savez, la Hongrie est sans doute le pays le plus inquiétant sur la vision qu'il a des droits de l'homme. Mais c'est une discussion qui, à mon avis, aura lieu bien sûr dans les prochaines semaines, mais aura lieu dans les prochaines années. Il y a un tournant de certains pays d'Europe centrale qui a été pris, qui est objectivement inquiétant. Alors, l'Autriche, puisque trois ministères régaliens sont revenus à l'extrême droite. L'Autriche prendra la présidence de l'Union européenne au mois de juillet. Et là, l'Union européenne reste sans réaction. Est-ce que vous le déplorez ? Je ne le déplore pas, je vais vous dire pourquoi. L'Autriche vient de voter. Elle s'est dotée d'une majorité. Cette majorité est entre un parti de droite conservatrice et d'extrême droite. Je le regrette et je trouve cette orientation politique déplorable. Mais enfin, ce n'est pas à moi, Français, aux dirigeants politiques français, de dire aux Autrichiens ce qu'ils doivent voter et comment ils doivent faire. Et donc la question, c'est que malheureusement, ce gouvernement, malheureusement c'est mon opinion politique, est là, mais on doit respecter le choix des Autrichiens. À l'inverse, on doit mettre l'Autriche sous surveillance. Quand le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Défense, le ministre des Affaires étrangères sont issus du parti d'extrême droite, là encore, comme pour la Pologne, on doit exercer une très grande vigilance sur les lois qui seront votées par cette nouvelle coalition et ce nouveau Premier ministre. La Catalogne, aujourd'hui, les Catalans élisent leur nouveau Parlement. Est-ce que, selon vous, ce vote mettra fin à la crise avec Madrid ? Je n'en sais rien, le vote est en cours, je ne vais pas commenter le résultat d'un vote qui n'aura pas lieu. Les sondages semblent dire qu'il n'y aura pas de majorité indépendantiste, mais pas de majorité du tout, ce soir en Catalogne. Moi, je veux répéter ce que j'avais dit sur votre plateau, pardon. La crise en Catalogne, elle ne va pas se régler seulement par un vote. Elle doit se régler par la discussion. Vous avez 2 solutions. Si ce soir, il n'y a pas de majorité, ça veut dire que c'est un peu le chaos. Et de ce chaos peut naître effectivement un effondrement. Il y a déjà 3000 entreprises qui sont parties de Catalogne pour aller en Espagne, où elle peut naître le dialogue. Et si M. Rajoy, dont le parti fera manifestement un score très faible dans cette région, et si les indépendantistes ne se mettent pas autour de la table, il n'y aura pas de solution en Catalogne. Et pour le dire, j'avais rencontré M. Puigdemont il y a 2 ans, je crois. J'avais plus eu le sentiment qu'il voulait au moins progresser sur l'autonomie de la Catalogne, plus que d'en obtenir l'indépendance. Puis il y a une chose qui me frappe, que j'ai envie de vous dire là-dessus, c'est que finalement, que ce soit les Catalans qui veulent être indépendants ou les Espagnols, les deux, ils ont un objectif et une obsession, c'est être et rester dans l'Europe. Je trouve que c'est une leçon pour tous ceux qui nous disent que la solution, c'est toujours la sortie de l'Europe. Mais justement, quand on voit ce qui se passe, on vient d'évoquer quelques sujets dans l'Union européenne, est-ce que vous redoutez, vous, une vague populiste lors des prochaines élections européennes en mai 2019 ? Moi, je ne redoute rien. Ce que je veux simplement, c'est que l'Europe se réforme et se transforme. Le problème de l'Europe aujourd'hui, c'est qu'elle est souvent tentaculaire et elle touche de façon assez impuissante à des objets ou à des sujets qui ne la concernent pas, où elle n'est pas efficace. Et là où elle devrait être efficace, elle n'est pas présente. On va parler de votre parti politique, Jean-Christophe Lagarde. Comment va-t-il ? Parce que le nouveau centre s'est affranchi de l'UDI. Les radicaux valoisiens l'ont quitté la semaine dernière pour se réunifier avec le PRG. Voilà. L'UDI, est-ce qu'elle est en voie d'extinction ? Est-ce qu'elle est en voie d'implosion, du coup ? D'abord, pour dire les choses, non pas sur les micro-partis, mais le centre a vécu une année politique assez difficile, il ne faut pas raconter d'histoire. D'abord parce que la composition de l'UDI, qui était faite de plusieurs micro-partis rassemblés, a conduit, par concurrence interne essentiellement, à nous empêcher d'avoir à la fois notre autonomie et notre indépendance. Et le mode de scrutin obligeant à des alliances, on s'est retrouvé dans une situation... Donc vous reconnaissez un problème ? Mais bien sûr qu'il y avait un problème. Il faudrait vraiment se moquer du monde pour dire qu'il n'y avait pas de problème.
Après, vous avez une tradition de certains chefs ou sous-chefs dans le centre qui est toujours de vouloir se réduire à la portion la plus petite possible. Bon. Pensez à qui? Pensez à qui? Hervé Morin. Parce que c'est Hervé Morin? une tradition, ça c'est vous aimez opposer les gens. Alors, c'est pas nous. Hervé Morin qui a parlé de l'UDI ce week-end, juste comme d'une formation politique dont l'expression est quasi inexistante. Non, mais est-ce que je peux terminer ma réponse, sinon je ne sers à rien ici. Allez-y. Et donc, parce que c'est transgénérationnel, c'est pas la première génération à qui ça arrive. C'est une chose simple pour moi. Quand on a, avec Jean-Louis Borloo, créé l'UDI, on a montré que le rassemblement nous permettait de peser sur la vie politique et que la dispersion ne le permettait pas. Que certains décident de s'isoler et de se réduire à la puissance, je ne peux que le regretter. Mais comment vous allez faire, clairement. Une fois que vous avez dit ça, une fois le constat, qu'est-ce que vous pouvez faire? Je constate juste qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de quitter les radicaux pour rester à l'UDI et beaucoup de gens qui sont en train de quitter M. Morin pour rester à l'UDI. Et donc, je regrette évidemment qu'il fasse ces choix-là, mais je me réjouis d'une chose, c'est que ça va permettre à la fois d'unifier, d'homogénéiser et de pacifier notre formation politique. Ça nous rendra plus efficaces et ça nous permettra de mieux assumer notre indépendance. Alors, Moyan. En Marche occupe tout l'espace central. Alors, quelle place reste pour un mouvement comme le vôtre? Pardon, mais vous décrétez qu'En Marche occupe tout l'espace central et lui, il occupe la droite, la gauche et le centre aussi. Enfin, pardon de vous dire qu'une formation politique, ça porte un certain nombre de valeurs. Ce que nous portons demeure et nous continuons à le porter. Nous voulons, première chose, et je l'évoquais tout à l'heure, une fédération européenne qui permette, pour le compte, de nous protéger de la mondialisation et de ses dangers. Nous voulons une société qui soit à la fois, sur le plan économique, de liberté et d'initiative, mais qui assume sa responsabilité sociale. Pour l'instant, la responsabilité sociale, depuis les débuts du gouvernement, je ne l'ai pas vue. Troisième chose, nous voulons mettre le paquet dans l'éducation nationale, et là-dessus, le gouvernement, je crois, fait le job, pour que l'école redevienne républicaine, qu'elle soit un ascenseur social, qu'elle cesse de reproduire les élites comme elle reproduit d'ailleurs les exclus. Nous voulons qu'on puisse assumer la transformation environnementale, la transformation écologique de notre société. Et je vais même vous dire une chose, on voit bien le débat, vous l'aviez tout à l'heure sur votre antenne, entre les partisans de l'économie d'hier, dans le Nouveau Monde, et ceux de l'économie de demain. Et M. Hulot, il est souvent un peu tiraillé, un peu en difficulté. Sur l'agriculture notamment. Et tout ce que nous portons, a-t-il disparu par l'élection d'Emmanuel Macron? La réponse est non. Vous parliez de cette recomposition du centre. Fin septembre, vous êtes tendu la main mutuellement avec François Bayrou, qui disait qu'à partir de l'UDI, il souhaitait construire une force politique nouvelle rassemblant le centre et la droite progressiste. Où en êtes-vous depuis? Est-ce que vous avez des contacts avec lui? C'est la dernière question. Je n'ai pas eu de contact avec François Bayrou, mais je vais vous dire les choses différemment. On a une tradition commune et même une histoire commune. Il y a une différence qui demeure. Nous avons aujourd'hui une force politique indépendante et qui est décidée à assumer son indépendance. François Bayrou n'est pas dans cette situation, il fait partie d'une alliance et il est lié à cette alliance.